vous connaissez ce moment où l'univers décide qu'il n'a pas assez chamboulé votre vie, alors il vous tend simplement un mégaphone et un projecteur? Ouais. Apparemment, l'univers est un parent éloigné de mon mari. Parce qu'un mardi matin, je ne découvrais pas simplement une erreur de feuille de calcul. Je découvrais que tout mon mariage était un mensonge méticuleusement élaboré, avec un bonus en prime. Une maîtresse qui travaillait dans le même bâtiment. Et pas n'importe quelle maîtresse, notez bien, mais la nouvelle stagiaire, fraîchement sortie d'école de commerce, dont le plus grand défi dans la vie jusqu'alors était probablement de choisir entre un toast à l'avocat et un smoothie bowl. Oh, l'ironie. Je m'étais toujours considéré comme assez perspicace. Je pouvais repérer un faux sac de créateur à 1 kilomètre, flairer un mauvais investissement plus vite qu'un chien de chasse sur une piste, et même prédire quand ma belle-mère était sur le point de lancer un commentaire passif-agressif sur ma cuisine. Mais apparemment, mon radar pour l'infidélité conjugale était en mode veille. Ou peut-être était-il simplement tellement submergé par la banalité absolue de mon quotidien qu'il a raté les clignotants rouges. Mon mari Marc, béni soit son cœur ambitieux et totalement prévisible, avait une liaison, et pas le genre de liaison discrète, rencontrons-nous dans un hôtel miteux en banlieue. Non, Marc préférait le genre de liaison, faisons ça juste sous le nez de ma femme, de préférence pendant les heures de bureau avec quelqu'un que j'ai embauché, parce que, vous savez, c'est pratique. La découverte elle-même tenait moins de la scène de film dramatique que de la comédie burlesque d'erreur. Je ne fouinais pas, notez bien. J'essayais simplement de localiser son sac de sport manquant, qui, par un cruel coup du sort, était devenu un accessoire dans cette tragédie qui se déroulait. Il l'avait oublié au bureau, une occurrence courante, car ses cellules grises semblaient être principalement dédiées au rapport trimestriel et à éviter tout contact visuel avec moi après 21 heures. Donc, j'étais là, jouant au détective dans son bureau à domicile, un endroit habituellement réservé à ses appels importants et à mon dépoussiérage occasionnel. Et c'est là que je l'ai vu. Pas le sac de sport. Non, cela aurait été trop simple. Au lieu de cela, niché entre une pile de journaux financiers intouchés et une barre protéinée à moitié mangée, se trouvait une petite boîte cadeau parfaitement emballée. À l'intérieur, un délicat collier en argent gravé de 2 initiales, M et L. Or, je m'appelle Aurore, pas elle. Mon deuxième prénom n'est pas elle. Le nom de ma mère n'est pas elle. Le nom de mon chien n'est pas elle. Le seul elle auquel je pouvais penser était « loser », ce qui, à ce moment précis, semblait incroyablement approprié. Ma première pensée ne fut pas la colère, curieusement. C'était un profond sens du timing comique. Bien sûr, ce serait un collier. Pas un reçu d'hôtel bon marché, pas un col taché de rouge à lèvres, mais un collier. Quelque chose de si cliché, si totalement dépourvu d'originalité, que cela ressemblait à un mauvais scénario de comédie romantique française. Je m'attendais presque à ce qu'une bande originale mielleuse commence à jouer. Puis vint la deuxième pensée, qui concernait moins le sens de l'humour de l'univers que son profond manque de respect pour mon intelligence. Marc, l'homme qui avait un jour passé 3 heures à débattre des mérites des différentes marques de papier toilette, avait réussi à mener une liaison juste sous mon nez. L'audace pure, la planification méticuleuse ou son absence, étant donné la preuve mal placée, le mépris décontracté pour nos 10 années de mariage, c'était presque impressionnant. Presque comme regarder un tout petit réussir à naviguer dans un parcours d'obstacles complexes. Vous êtes émerveillé mais aussi légèrement terrifié pour l'avenir de l'humanité. J'ai ramassé le collier, le métal froid contrastant nettement avec la chaleur soudaine qui montait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était plutôt comme une réalisation lente et bouillonnante que j'avais été casté dans un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné, l'épouse inconsciente. Et laissez-moi vous dire, ce rôle ne vient avec aucune récompense, à moins que vous ne comptiez le trophée de la personne la plus susceptible d'être critiquée dans son dos lors des dîners de famille. J'ai regardé les initiales à nouveau, M et L. Marc et qui? La stagiaire, me suis-je soudain rappelé, s'appelait Léa. Léa, avec ses yeux brillants et son penchant pour poser à Marc des questions profondes sur la stratégie d'entreprise pendant les barbecues familiaux. Léa, que Marc avait décrite comme, très brillante, une vraie fonceuse. Apparemment, elle était aussi une vraie fonceuse dans d'autres départements. Le choc initial a cédé la place à une vague de quelque chose ressemblant à une curiosité morbide. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de nuits tardives au bureau étaient en fait des nuits tardives avec Léa? Combien de fois avais-je proposé de lui apporter le dîner pour qu'il refuse poliment? Probablement parce qu'il dégustait déjà un repas aux chandelles avec sa nouvelle muse.
L'absurdité de tout cela était presque trop lourde à porter. Je voulais rire, crier, m'inscrire à un cours de stand-up et transformer toute cette débâcle en mon monologue d'ouverture. Parce que si vous ne pouvez pas rire de votre propre implosion conjugale imminente, de quoi pouvez-vous rire? Du code des impôts. J'ai reposé le collier soigneusement comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ce n'était pas juste une histoire de collier ou de liaison. C'était une histoire d'invisibilité, d'être considérée comme acquise, d'être si profondément sous-estimée que mon mari se sentait à l'aise de laisser des preuves de son infidélité dans son propre bureau à la maison. C'était une déclaration, je ne te vois pas, silencieux et scintillant de la part de l'homme qui avait promis de me voir pour le reste de sa vie. Et ça, mes amis, c'était la véritable insulte. La liaison n'était que le mécanisme de livraison. L'invisibilité était le poison. Et moi, Aurore, j'étais sur le point de m'assurer que tout le monde voit exactement ce qui se passe quand on me rend transparente. Le plan a commencé à se former, non pas dans un éclat de fureur vengeresse, mais d'une manière calme, presque méditative. Il s'agissait moins de destruction que d'une rééducation très publique et très théâtrale. Marc avait besoin d'apprendre une leçon. Et Léa, Léa avait besoin d'un nouveau plan de carrière. Et moi, Aurore, j'avais besoin d'un nouveau récit. Un récit qui n'impliquait pas que je sois le dindon de la farce. Alors, avec une profonde inspiration et une nouvelle appréciation pour l'humour noir, j'ai refermé la boîte cadeau, je l'ai replacée exactement là où je l'avais trouvée, et j'ai commencé à comploter. Le sac de sport manquait toujours. Mais j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une raison d'arrêter enfin d'être si poli. Ma belle-mère, bénie soit-elle avec son regard perpétuellement critique, avait l'habitude de dire que la famille était tout. Aurore, bourdonnait-elle, généralement en disséquant mon choix d'apéritif à Noël. La famille est le socle, la fondation, l'air même que tu respires. Drôle, parce que pendant des années, j'ai eu l'impression d'être la fondation sur laquelle tout le monde piétinait, le socle qui s'effritait, et l'air que tout le monde oubliait commodément de reconnaître, surtout quand il s'agissait de Marc. Ma belle-sœur, Béatrice, une femme dont toute la personnalité était construite sur le fait d'être la favorite, renchérissait, « Oh, Marc fait toujours passer la famille en premier, maman. C'est un si bon fils, un bon frère. » Et je restais juste là à sourire poliment, me demandant si la famille incluait la femme qu'il avait épousée, ou si j'étais juste la gestionnaire de ménage non rémunérée avec avantages matrimoniaux. Les micro-agressions s'étaient empilées comme du linge sale dans la chambre d'un adolescent, les oublis de Marc concernant notre anniversaire, ses voyages d'affaires soudains qui coïncidaient avec mes week-ends planifiés, la façon dont il rejetait subtilement mes réussites professionnelles tout en se vantant simultanément des siennes. C'était un goutte-à-goutte lent de manipulation émotionnelle. Si insidieux qu'on commençait presque à croire qu'on était la folle. Tu es sûr que j'ai dit ça, chérie? Je pense que tu te souviens mal. Tu es un peu sensible, n'est-ce pas, Aurore? C'était juste une blague. Oh, les blagues. Ma vie était devenue un long numéro de stand-up pas drôle, et j'étais le faire-valoir involontaire. On me ridiculisait. Et honnêtement, je pensais que le clown de la famille était mon oncle Gérard, qui racontait toujours les mêmes blagues éculées à chaque rassemblement. Il s'avère que Marc avait repris le rôle, mais avec un numéro beaucoup plus sombre et plus élaboré. L'humiliation n'était pas seulement dans la liaison elle-même, mais dans l'audace pure de celle-ci. La façon dont il me regardait dans les yeux, me disait qu'il m'aimait, et envoyait probablement un texto à Léa à ce sujet 5 minutes plus tard. La façon dont il se plaignait d'être stressé au travail, sous-entendant que je devrais être plus indulgente, alors qu'en réalité, son stress consistait probablement à trouver comment jongler avec 2 femmes sans en laisser tomber aucune. Spoiler, il m'a laissé tomber brutalement. Le thème de l'invisibilité n'était pas nouveau. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie depuis des années. Lors des dîners de famille, mes opinions étaient souvent inaudibles ou pire, attribuées à Marc. Oh, c'est un excellent point, Marc. Aurore, qu'en penses-tu? Et je clignais juste des yeux parce que c'était moi qui venais de le dire. Lors des événements professionnels, j'étais la femme de Marc, pas Aurore, la directrice marketing accomplie. C'était comme si j'existais dans un état perpétuel de flou artistique tandis que tous les autres étaient en couleurs nettes et vibrantes. Et maintenant avec Léa dans le tableau, il était clair que je n'étais pas juste flou. J'étais complètement hors du cadre. Probablement recadré hors de l'album photo de famille aussi, si Béatrice avait son mot à dire. La trahison n'était pas seulement celle de Marc.
C'était aussi la complicité silencieuse de ceux qui nous entouraient. Mes amis, qui avaient vu les signes mais n'avaient jamais rien dit, probablement par un sens mal placé de la loyauté ou juste par pure gêne. Ma propre famille, qui, bien qu'aimante, était souvent trop absorbée par ses propres drames pour remarquer le mien. Oh, Marc est juste occupé, chérie, disait ma mère, essayant de me rassurer, alors que je savais que « occupé » était le code pour « occupé » avec les lèvres de quelqu'un d'autre. C'était comme être sur un navire en train de couler, et tout le monde faisait poliment semblant de ne pas remarquer l'eau qui montait. Quel temps magnifique nous avons, n'est-ce pas, Aurore? Ne fais pas attention à ce bruit de jaillissement. C'est probablement juste la plomberie. Le gaslighting était un cours magistral. Marc avait cette capacité étrange à transformer chacune de mes préoccupations légitimes en un procès de ma propre santé mentale. Tu imagines des choses, Aurore. Pourquoi es-tu toujours aussi soupçonneuse? Peut-être que tu projettes juste tes propres insécurités sur moi. Il me faisait douter de ma propre perception, de mes propres instincts. J'ai commencé à tout remettre en question, à me demander si j'étais juste paranoïaque, si j'étais trop exigeante, si j'étais le problème. C'est le manuel classique du manipulateur et il le lisait comme un pro. Et moi, l'idiote confiante, je tombais dans le panneau. J'ai presque commencé à croire que le collier avec le L dessus était en fait pour sa grand-mère, Liliane, qui est décédée par coïncidence il y a 5 ans. Il était aussi bon que ça. Ou j'étais aussi aveugle. Probablement un peu des deux. Le jeu de la comparaison était un autre favori, pas seulement avec Léa, mais avec tout le monde. Ma sœur Claire, une super maman qui jonglait avec des triplés, un travail à haute responsabilité et un jardin biologique parfait, était toujours présentée comme la référence absolue. Claire arrive à tout faire, Aurore. Peut-être as-tu juste besoin d'être plus organisée. Et maintenant Léa, la stagiaire au visage frais, était le nouveau point de référence. Léa est si enthousiaste, si désireuse d'apprendre. Ça me rappelle comment tu étais, Aurore. Aïe. C'était comme s'entendre dire que votre yaourt périmé était autrefois une culture vivante et vibrante. Merci, Marc, pour le rappel subtil que j'avais passé ma date de péremption. L'abandon n'était pas seulement émotionnel. Il était aussi physique. Il était là, mais il n'était pas là. Ses yeux devenaient vitreux pendant les conversations. Son téléphone semblait toujours vibrer avec des emails professionnels urgents, et son toucher est devenu une tape superficielle sur l'épaule. C'était comme vivre avec un mannequin très beau et très bien habillé. Un mannequin qui laissait occasionnellement traîner des bijoux compromettants. L'ironie, c'est que j'avais passé des années à essayer d'attirer son attention, de raviver l'étincelle, de lui rappeler que j'étais toujours là, que nous étions toujours, nous. Et tout ce qu'il a fallu, c'est une autre femme pour qu'il me voie enfin. Ou plutôt pour me faire le voir, lui. Et ce que j'ai vu n'était pas joli. C'était pathétique. Mais voilà le truc quand on est pris pour un imbécile. Cela peut soit vous écraser, soit allumer quelque chose de féroce. Pendant un moment, j'étais définitivement dans le camp des écrasés, me vautrant dans une fête d'apitoiement sur soi qui servait des craquelins rassis et du ressentiment. Mais ensuite, la colère a commencé à infuser, lentement et régulièrement comme un bon café. Et avec la colère est venue une clarté très nette, très sarcastique. Je n'allais pas être l'épouse abandonnée pathétique. Je n'allais pas pleurer dans mon chardonnay et écouter Adèle en boucle. Non, j'allais canaliser ma Beyoncé intérieure, mais avec moins de danse et plus d'humiliation stratégique. Parce que si on doit vous faire passer pour un imbécile, autant s'assurer que la personne qui vous a ridiculisé goûte à sa propre médecine, et peut-être un peu plus juste pour faire bonne mesure. Mon plan était si discret, si méticuleusement élaboré que même la DGS prendrait des notes. Probablement en sirotant des lattes artisanaux et en débattant des mérites de divers drones de surveillance. Je n'étais pas intéressé par une dispute publique désordonnée. C'est pour les amateurs. Je voulais quelque chose d'élégant, quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui piquerait comme 1000 coupures de papier et laisserait une cicatrice permanente sur la réputation soigneusement entretenue de Marc et celle de Léa d'ailleurs. Parce que si vous voulez jouer avec le feu, vous ne devriez pas être surpris quand vous vous brûlez. Surtout quand le feu, c'est moi, et que je mijote depuis une décennie. La première étape fut la collecte d'informations. Je n'étais pas une espionne, mais j'avais accès. Le téléphone de Marc, son ordinateur portable, son agenda, tout était mûr pour la cueillette. Il s'avère qu'il était moins un maître manipulateur qu'un amateur négligent.
Ces textos à Léa étaient une mine d'or de surnoms mielleux et d'excuses professionnelles à peine voilées. Hâte d'être à notre réunion tardive. Mon petit ange du tableur. Ange du tableur? Sérieusement? J'ai failli m'étouffer avec mon café du matin. L'homme avait l'imagination romantique d'une brique. Et Léa, béni soit son âme naïve, répondait avec des émojis qui me donnaient envie de m'arracher les yeux. Des petits cœurs, des étincelles, une licorne. C'était comme regarder une romance de collège se dérouler, seulement avec des enjeux plus élevés et des meubles de bureau beaucoup plus chers. J'ai aussi découvert leur lieu de rendez-vous préféré, la salle de conférence exécutive au 17e étage après les heures de bureau. Apparemment, rien ne dit « liaison illicite », comme un tableau blanc rempli de projections trimestrielles et la légère odeur de café rassis. C'était si cliché que c'était presque admirable. Presque. J'ai aussi appris l'emploi du temps de Léa, ses réunions, ses pauses déjeuner. Elle était une créature d'habitude, ce qui pour mes besoins était une bénédiction. Comme une mouche domestique particulièrement prévisible mais incroyablement agaçante. Ma souffrance, ai-je réalisé, était une ressource précieuse. Ce n'était pas juste de la douleur. C'était du carburant. Du carburant pour un chef-d'œuvre de vengeance passive-agressive. J'ai commencé à ironiser sur ma propre situation, transformant l'amertume en une sorte de comédie noire. Eh bien, au moins je sais que Marc a bon goût en matière de stagiaire, me lançai-je à moi-même, pratiquant ma répartie dans le miroir. Qui aurait cru que mon mari était fan d'espionnage industriel sur son propre mariage, qui plus est? C'était un mécanisme d'adaptation, bien sûr, mais aussi un moyen de me détacher, de voir toute la chose comme une grande pièce de théâtre absurde, et moi, Aurore, j'allais enfin pouvoir écrire la fin. Le plus grand tournant a été de réaliser à quel point j'avais été totalement sous-estimé. Marc me voyait comme l'épouse stable et prévisible, celle qui gérait la maison, les finances, le calendrier social pendant qu'il poursuivait sa carrière importante. Il pensait probablement que j'étais trop occupé à coordonner son nettoyage à sec pour remarquer ses activités clandestines. Léa pensait probablement que j'étais une relique ancienne, une relique qui pouvait être facilement remplacée par un modèle plus jeune et plus dynamique. Ils avaient tous les deux clairement raté le mémo. Je suis peut-être calme, mais je ne suis pas stupide et j'ai une très bonne mémoire, surtout pour les affronts et pour l'endroit où les gens gardent leur double de clés. J'ai commencé à rassembler les accessoires pour ma grande performance. Les vêtements de Marc pour commencer, tous. Ses costumes préférés, ses polos de golf porte-bonheur, ses baskets usées, chaque article qui représentait sa vie domestique confortable. Je les ai emballés méticuleusement, non pas dans une rage frénétique et larmoyante, mais avec un calme, une précision presque chirurgicale. Chaque chemise pliée était une promesse silencieuse de ce qui allait arriver. Chaque paire de chaussettes, une minuscule raillerie à base de tissu. J'ai même inclus sa brosse à dents parce que, vous savez, l'hygiène est importante, même pour les coureurs de jupons. Ensuite, il y avait le mécanisme de livraison. J'avais besoin d'un moyen d'apporter les sacs à leur destinataire sans provoquer une émeute totale dans le hall. J'ai envisagé un drone, mais cela semblait un peu trop voyant. Un service de livraison? Trop impersonnel. Non, cela nécessitait ma touche personnelle. Une grande entrée, une révélation dramatique. Et cela devait se passer à un moment où Marc et Léa étaient alors plus vulnérables, le plus exposés, une réunion de travail, une grosse, le genre où tous ceux qui comptaient étaient présents, le genre où les réputations se faisaient ou se brisaient. J'ai passé des jours à perfectionner mon timing. Je savais que Marc avait une présentation majeure prévue pour mardi matin, une revue trimestrielle avec tout le conseil d'administration et les chefs de département clés. Léa, bien sûr, serait là, prenant probablement des notes, regardant Marc avec adoration, et flashant occasionnellement son sourire d'ange du tableur. C'était la scène parfaite, le public ultime. C'était comme si l'univers m'avait tendu un scénario, et tout ce que j'avais à faire était de livrer les répliques et les bagages. Mon monologue intérieur pendant cette phase de préparation était une symphonie de cynisme. Oh, Marc, tu pensais être si intelligent, n'est-ce pas? Comme un chat qui pense avoir caché son jouet sous le tapis, complètement inconscient de la queue qui dépasse. Et Léa, douce et innocente Léa, tu es sur le point d'apprendre que certaines promotions s'accompagnent de bagages inattendus. Littéralement. J'ai même commencé à pratiquer mon visage de spectatrice innocente, celui qui disait « Oh mon Dieu, quel terrible malentendu », tandis que mes yeux hurlaient « C'est exactement ce que j'ai prévu, bande d'idiots ». La veille du grand spectacle, j'ai dormi comme un bébé.
Un bébé qui venait de finir de monter une machine infernale complexe conçue pour livrer une humiliation publique maximale. Il n'y a eu ni larmes, ni doute, ni remords de conscience de dernière minute, juste une anticipation calme, presque sereine. J'avais transformé ma douleur en but, mon invisibilité en un projecteur, et demain tout le monde verrait, non seulement Marc et Léa, mais tout le monde de l'entreprise qui l'habitait. Parce que quand vous sous-estimez Aurore, vous n'avez pas juste une surprise, vous avez un spectacle. Et j'étais prête à leur donner un show qu'ils n'oublieraient jamais. Le matin de la grande révélation s'est levé vif et clair, presque moqueusement parfait. Je suis arrivé au bâtiment de bureau de Marc à la Défense précisément à 9h58, 2 minutes avant que sa réunion critique de revue trimestrielle ne commence au 17e étage. Je ne portais pas juste un sac à main. Je portais 2 grandes valises coûteuses, les valises de Marc, méticuleusement remplies de chaque article de ses vêtements, de ses articles de toilette, même de sa tasse usée, meilleur mari du monde. Chaque sac semblait étonnamment léger, compte tenu du poids émotionnel qu'il portait. C'était comme si je livrais non seulement ses affaires, mais tout l'édifice en ruine de notre mariage, et c'était glorieux. Je suis passé devant le bureau d'accueil, hochant poliment la tête vers Carole, la réceptionniste perpétuellement joyeuse qui pensait probablement que je déposais juste des papiers oubliés. Elle ne se doutait pas que j'étais sur le point de larguer une bombe. J'ai pris l'ascenseur, l'ascension ressemblant moins à un trajet banal qu'à une montée au ralenti vers le sommet du Vésuve. Mon cœur dansait le tango, mais mon visage était une image de calme serein. J'ai même fredonné un petit air dans ma tête, quelque chose d'entraînant, comme une chanson pop sur la libération. En sortant au 17e étage, l'intensité feutrée d'une réunion d'entreprise majeure était palpable. La porte de la salle de conférence exécutive était légèrement entr'ouverte, et je pouvais entendre la voix de Marc, fluide et confiante, présentant ses projections. Et comme vous pouvez le voir, le 3e trimestre montre une croissance significative dans. Il fit une pause, probablement pour un effet dramatique. C'était mon signal. J'ai poussé la porte, pas avec fracas, mais avec un grincement doux, presque désolé. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers moi. Les yeux de Marc, initialement remplis d'agacement face à l'interruption, s'écarquillèrent d'incrédulité. Léa, assise à côté de lui, leva les yeux. Une légère rougeur sur ses joues, pensant probablement que j'étais là pour apporter à Marc son déjeuner oublié. Oh, 12 enfants de l'été. Aurore, bégaya Marc, son personnage d'entreprise soigneusement construit se fissurant comme une vieille poupée de porcelaine. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai souri, un sourire authentique et éblouissant qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. Oh, Marc, chéri, commençai-je, ma voix claire et portant loin. Je viens de réaliser que tu as oublié quelque chose de très important à la maison. J'ai fait un geste vers les 2 valises que je traînais derrière moi. Le cliquetis des roues sur le sol poli résonna dans le silence soudain de la pièce. Les cadres, une mère de visage hébété, regardaient de moi à Marc, puis aux valises, puis de nouveau à Marc, leurs expressions étant un mélange de confusion et d'horreur naissante. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Je ne comprends pas, bégaya encore Marc, son visage prenant maintenant une teinte de puce habituellement réservée aux homards trop cuits. Léa, quant à elle, était passée d'une légère rougeur à une pâleur mortelle, comme si elle venait de voir un fantôme. Ou peut-être sa carrière défilait devant ses yeux. Eh bien, c'est assez simple, vraiment, ai-je continué, avançant plus loin dans la pièce, tirant les valises jusqu'en bout de table, directement devant Marc. Tu vois, j'ai trouvé ça dans le placard de notre chambre ce matin, et il m'est venu à l'esprit que puisque tu as apparemment décidé de passer à un, disons, arrangement de vie différent, tu aurais probablement besoin de tes affaires. J'ai ouvert la première valise, révélant une pile soigneusement pliée de ses chemises habillées. On ne voudrait pas que tu sois sans ta rayure bleue préférée, n'est-ce pas? Ça fait vraiment ressortir l'ambition dans tes yeux. Une onde parcourut la salle. Quelques cadres échangèrent des regards. L'un d'eux étouffa même une toux. L'air était épais de questions non posées. Marc avait l'air sur le point de s'enflammer spontanément. Léa, bénie soit-elle, essayait de se fondre dans sa chaise. Aurore, c'est hautement inapproprié, siffla Marc, sa voix basse et furieuse. Nous pouvons en discuter plus tard à la maison. Oh, mes chéris, rétorquai-je, ma voix toujours douce. Je pense que nous en discutons juste ici, maintenant, parce que tu vois, j'ai aussi trouvé ceci. J'ai plongé la main dans mon sac à main et en ai sorti la petite boîte cadeau en velours. Je l'ai ouverte, révélant le collier en argent avec les initiales M et L,
le tenant bien haut pour que tout le monde le voie. La lumière attrapa la gravure, la faisant scintiller. Il semble que tu aies aussi oublié cette petite babiole. Et comme elle n'est pas exactement une initiale courante dans notre famille, j'ai pris la liberté de supposer que c'était pour la personne avec qui tu as passé tant d'heures supplémentaires. Mon regard glissa vers Léa, qui tremblait maintenant visiblement. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler et probablement le bruit des aspirations professionnelles de Marc se brisant en 1 million de morceaux. Les cadres qui, il y a quelques instants, discutaient des marges bénéficiaires assistaient maintenant à un feuilleton en direct, et j'en étais la star. Je crois, ai-je continué, ma voix gagnant une touche d'acier, que ceci appartient à Léa. J'ai marché jusqu'à la chaise de Léa, plaçant doucement la boîte ouverte sur la table devant elle. À moins bien sûr que tu aies décidé d'adopter un nouveau deuxième prénom, Marc. Quelque chose comme lâche. Léa laissa échapper un petit hoquet étouffé. Marc trouva enfin sa voix, un murmure désespéré et suppliant. Aurore, s'il te plaît. C'est un cadre professionnel. Oh, je suis d'accord, Marc, dis-je en me tournant vers lui, mon sourire inébranlable. C'est un cadre professionnel, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était juste d'y amener ta vie personnelle, puisque tu sembles avoir tant de mal à les garder séparés. Après tout, tu parles toujours de synergie, n'est-ce pas? Eh bien, voici un peu de synergie pour toi, ta vie domestique, ta vie professionnelle et ton petit à côté. J'ai souligné les derniers mots avec un regard appuyé vers Léa. Tout cela se réunissant dans un moment glorieux et transparent. L'une des cadres les plus âgées, une femme au visage sévère nommée Madame Leblanc, s'éclaircit la gorge. Marc, dit-elle, sa voix étonnamment calme. Peut-être aimeriez-vous expliquer cette situation. Ses yeux, cependant, étaient tout sauf calmes. Ils étaient perçants, évaluateurs et totalement dépourvus de sympathie. Marc ressemblait à un cerf pris dans les phares. Puis à un cerf qui venait d'être percuté par un camion. Puis à un cerf qui était maintenant servi en venaison. Il ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne sortit. C'était une chose magnifique à voir. L'homme qui avait toujours une réponse, toujours une phrase toute faite, était totalement sans voix. Pas besoin, Madame Leblanc, intervins-je, sauvant Marc d'avoir à creuser sa propre tombe plus profondément. Je pense que les valises et le collier parlent d'eux-mêmes. Marc délocalise simplement ses effets personnels, et moi, pour ma part, je suis ici pour aider à la transition en douceur. J'ai ramassé la deuxième valise, qui contenait ses vêtements décontractés et, ironiquement, son t-shirt « J'aime ma femme ». J'ai même emballé ses clubs de golf préférés parce que, vous savez, il aura besoin d'un nouveau passe-temps maintenant que son ancien, tromper sa femme, a été si publiquement exposé. La salle éclata en un murmure sourd. Pas tout à fait des rires, mais un halètement collectif de choc et quelques gloussements réprimés. L'humour de la situation était indéniable. Voici une femme livrant calmement les bagages de son mari infidèle à sa maîtresse au milieu d'une réunion d'entreprise à enjeux élevés. C'était absurde. C'était dramatique et c'était indéniablement satisfaisant. J'ai lancé à Marc un dernier regard de pitié. Eh bien, chérie, dis-je, ma voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. J'espère vraiment que tu trouveras un nouvel endroit confortable pour poser ta tête, et peut-être un nouveau travail, car j'ai le sentiment que celui-ci pourrait ne plus être aussi arrangeant. Je me suis tourné vers la salle, faisant une légère révérence élégante. Merci pour votre temps, tout le monde. J'espère que cette présentation a été instructive. Puis, avec un dernier sourire en coin triomphant qui était à parts égales satisfaction et pure impertinence, je me suis retourné et je suis sorti, laissant Marc, Léa et tout le conseil d'administration méditer sur la véritable signification de la synergie. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, coupant le silence stupéfait, me laissant savourer la douce victoire d'une annonce de divorce parfaitement exécutée, parfaitement humiliante et parfaitement publique. Je n'aurais jamais imaginé que quelques valises pouvaient causer un tel effondrement d'entreprise. Et non, personne ne s'intéressait même à l'art. Les retombées furent, comme prévu, un désordre glorieux. La réputation de Marc, autrefois aussi polie que ses chaussures coûteuses, était maintenant complètement éraflée, tachée et probablement jetée avec le reste de ses bagages émotionnels. Les chuchotements ont commencé immédiatement, se propageant dans le bureau comme une traînée de poudre, alimentée par l'audace pure de ma performance. Tu as entendu pour Aurore? Elle a apporté ses sacs à la réunion. Et le collier? Oh, le collier.
C'était le genre de potin de bureau dont les légendes sont faites. Chuchoté à voix basse près des fontaines à eau et dans des emails ravis et discrets. Marc était, comme on pouvait s'y attendre, furieux. Il a appelé. Il a envoyé des textos. Il s'est même présenté à ma maintenant notre maison en exigeant une explication. Comment as-tu pu me faire ça, Aurore? Devant tout le monde, postillonna-t-il, son visage toujours d'une teinte rouge marbrée. Je l'ai juste regardé, un petit sourire entendu jouant sur mes lèvres. Oh, chérie, ai-je répondu, j'ai simplement rendu ta propriété, et exposé quelques vérités qui dérangent. Vois ça comme un message d'intérêt public pour ta prochaine victime insoupçonnée. Il n'avait pas grand-chose à dire après ça. Les papiers du divorce ont été signifiés une semaine plus tard, et il les a signés avec une rapidité surprenante. Il s'avère que l'humiliation publique est une grande source de motivation. Léa, l'ange du tableur, s'est retrouvée punie. Son stage a été, disons, réévalué. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un café, essayant probablement encore de savoir si un latte valait une carrière gâchée. Je me suis presque senti mal pour elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des émojis licornes et du surnom d'ange du tableur et le sentiment est passé. Certaines leçons s'apprennent mieux à la dure, de préférence accompagnées d'une bonne dose de honte publique. Ma propre vie, étonnamment, ne s'est pas effondrée. Elle s'est simplement réorganisée, comme un puzzle chaotique, s'emboîtant enfin. La nouvelle normalité consistait moins à satisfaire les caprices de Marc et plus à redécouvrir les miens. Ma carrière, qui avait toujours été relayée au second plan par rapport à celle, plus importante, de Marc, a soudainement fleuri. Sans la fuite constante de ses bagages émotionnels et le gaslighting subtil, j'ai trouvé que j'avais plus d'énergie, plus de concentration, plus de « moi ». J'ai commencé à prendre de plus gros projets, à parler davantage en réunion, et généralement à être moins un personnage d'arrière-plan flou et plus une protagoniste vibrante et sans complexe. Ma famille, initialement choquée, a fini par s'y faire. Ma mère, après quelques jours à jouer les effarouchés, a admis, eh bien, Aurore, il le méritait, et tu as toujours été la plus intelligente. Ma sœur Claire a même proposé de m'aider à déménager, ce qui, venant d'elle, était pratiquement un acte de sainteté. Même Béatrice, ma belle-sœur, a appelé, non pour critiquer, mais pour demander des détails. Alors, il est vraiment devenu pâle comme un fantôme, a-t-elle demandé avec une pointe de jubilation dans la voix. Il s'avère que même la favorite apprécie une bonne dose de malin plaisir. J'ai réalisé que pendant trop longtemps, j'avais vécu dans l'ombre des attentes des autres, des récits des autres. J'avais été la bonne épouse, la partenaire de soutien, la femme invisible. Et ce faisant, j'avais perdu un morceau de moi-même. Le morceau qui était vif, spirituel et totalement réticent à se laisser marcher dessus. Le morceau qui trouvait de l'humour dans les situations les plus sombres. Le morceau qui savait apparemment comment faire une valise redoutable. Il y a une étrange sorte de liberté à toucher le fond, ou plutôt à être poussé d'une falaise par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous réalisez que la seule voie est vers le haut, et que vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente et beaucoup plus drôle que vous ne vous l'étiez jamais accordé. Je ne suis pas devenue une femme amère et vengeresse. Je suis devenue une femme qui a compris le pouvoir d'une chute bien placée, d'un bagage parfaitement positionné et d'un spectacle public. Je vois toujours Marc occasionnellement. Il est généralement seul, l'air un peu plus grisonnant, un peu plus vaincu. Il n'établit jamais de contact visuel. Et moi, Aurore, je souris juste. Pas un sourire méchant, mais un sourire entendu. Un sourire qui dit, tu te souviens de cette fois où tu pensais que j'étais invisible? Eh bien, regarde-moi maintenant. En fin de compte, la famille, c'est ceux qui ne vous rient pas au nez, mais seulement de la blague que vous êtes devenu. Et parfois, si vous avez de la chance, ils rient avec vous.